Nous sommes à l'été 2022 et Reed Churchill, 27 ans, fait ce qu'il fait de mieux. Jouer au tennis. Ce natif de l'Arkansas a construit sa vie autour de ce sport, ayant remporté plusieurs tournois majeurs et ayant même terminé dans le top 70 de la division sud des États-Unis. L'association de tennis, un classement de niveau national pour les joueurs juniors. Après des études en gestion du sport à l'université, il a décroché un poste au Summerhill Racket Club à Fayetteville, où il enseignait le tennis à tous les niveaux. Lors de cette partie en particulier, Reed allait se blesser, une blessure dont on ne connaît pas exactement la nature. Ce que l'on sait, c'est qu'elle lui a causé des douleurs chroniques. Pour trouver un soulagement, il a décidé de se tourner vers Internet. Mais pas le web que nous connaissons et utilisons tous les jours. Reed s'est tourné ailleurs. Il a ouvert un navigateur spécial appelé Tor, capable d'accéder au dark web, et a trouvé une marketplace. Cependant, il devait créer un compte avant de pouvoir voir ce qui était disponible. Un long processus qui impliquait une authentification à 2 facteurs obligatoires et même la mise en place d'un chiffrement PGP. Après environ 1 heure de configuration, Reed était connecté et il a commencé à parcourir les annonces, finissant par choisir un flacon de pilule d'oxycodone, un analgésique vendu sur ordonnance, souvent prescrit aux personnes souffrant de douleurs aiguës musculo-squelettiques. Il remplit un court formulaire, puis clique sur Commander, espérant que le médicament l'aidera à se sentir normal. Un peu plus tard, peut-être des jours, peut-être des mois, le père de Reed, David, se présente à sa porte. Il sonne, mais son fils ne lui ouvre pas. Inquiet, il utilise sa clé et entre quand même. Il appelle, mais son fils ne répond pas. Il se demande s'il n'est simplement pas là, mais cette pensée est vite effacée lorsqu'il entre dans le salon. Là, Reed est affalé, à moitié sur le canapé, à moitié par terre. Sa peau est froide et son corps est rigide. Il n'y a aucun doute possible. Il est mort. Après l'autopsie, les autorités ont retrouvé du fentanyl dans l'organisme de Reed. Les pilules qu'il avait achetées sur le dark web étaient l'acide, avec cette substance incroyablement dangereuse. Après quelques années d'enquête intensive, l'unité spéciale du FBI contre les opioïdes et le dark web a fini par identifier la marketplace où Reed avait commandé ses médicaments. Une plateforme appelée Incognito, l'un des plus grands bazars de stupéfiants du dark web jamais exploité. Elle était en ligne depuis 2020, proposant aux utilisateurs toutes sortes de substances illicites. Il y avait cependant une règle. Pas de fentanyl. La substance était tout simplement trop dangereuse. Un mauvais dosage, même léger, pouvait suffire à tuer quelqu'un. Malgré tout, les faux médicaments, qui n'étaient rien d'autre que des substances contenant du fentanyl se faisant passer pour de vraies ordonnances, posaient un problème sur le site et les admins de la plateforme ne faisaient pas vraiment respecter cette règle. Gardez ça en tête pour la suite. Le principal administrateur du site était un utilisateur du nom de Pharaoh. On ne savait pas grand-chose de lui. La plateforme qu'il avait conçue intégrait la sécurité et la confidentialité dans ses moindres recoins, mais cela n'empêcherait pas le FBI de trouver des failles. Plus précisément, les autorités ont pu retracer plusieurs transferts importants de crypto-monnaies depuis des portefeuilles connus du marché vers un compte personnel sur une plateforme d'échange centralisée. Si vous avez déjà utilisé des crypto-monnaies, vous savez que ces grandes plateformes exigent beaucoup d'informations personnelles, comme des copies de passeports et d'autres pièces d'identité avec photo. Ce serait la perte de Pharaoh, dont le vrai nom était Ruixiong Lin. C'était un Taïwanais qui n'avait que 23 ans lorsqu'il fut identifié en 2024, ce qui signifie qu'il n'en avait que 19 quand il a lancé l'un des plus grands marchés du dark web. Alors que les autorités se rapprochaient, Lan allait orchestrer une arnaque à la sortie sur Incognito. C'est assez courant sur le dark web. La plupart des marchés fonctionnent en crypto et les transactions se font via un portefeuille d'entiercement appartenant à la marketplace. Sans aucune règle ni réglementation, et avec les personnes exploitant ces plateformes étant des criminels anonymes, beaucoup de marchés du dark web se terminent quand la personne qui les gère décide de tout fermer et de s'enfuir avec toutes les cryptos du portefeuille d'entiercement. Dans le cas d'Incognito, Lin a réussi à voler au moins $1 million de dépôts d'utilisateurs selon le DOJ. Mais il ne s'est pas arrêté là. Bien qu'il ait prétendu construire Incognito en mettant la sécurité et la confidentialité au premier plan, Lin collectait en réalité secrètement toutes les données des utilisateurs, y compris les messages privés, les infos de transactions et les détails des commandes. Il a menacé de tout publier sur Internet si les vendeurs ne lui versaient pas une rançon. Mais cela n'avait plus d'importance, car Lin serait arrêté le 18 mai 2024 et les autorités saisiraient toute la base de données d'Incognito qu'il avait copiée, leur fournissant suffisamment de preuves pour traquer et arrêter le vendeur qui avait vendu à Reed Churchill les pilules qu'il avait tuées.
Son père David témoignerait en larmes lors de l'audience de condamnation de Lynn en février 2026, qualifiant le jour où il a découvert le corps de son fils de pire jour de sa vie. Il regarderait Lynn droit dans les yeux et déclarerait « Remember this face while you're in a cell. » Quelques minutes après le témoignage de David, cependant, quelque chose allait être révélé qui allait bouleverser toute cette affaire. Un détail qui allait remettre en question toute la légitimité de l'enquête du FBI. Après le témoignage de David, les avocats de la défense de Lynn allaient lâcher une bombe. Lynn ne gérait pas Incognito seul. Il avait plusieurs modérateurs qui travaillaient avec lui, chacun disposant de niveaux de pouvoir variables sur la marketplace qui avait brassé plus de 100 millions de dollars de produits au cours de son existence. Selon les documents judiciaires, l'un de ces modérateurs, qui détenait apparemment plus de pouvoir que les autres, travaillait pour le FBI. C'est exact. Le FBI avait un informateur haut placé dans Incognito et selon Lynn, il gérait essentiellement le site. Il s'occupait des opérations quotidiennes et de chaque aspect qu'on attendrait d'un administrateur sans expertise technique. Lynn a affirmé que pendant qu'il gérait la partie technique du site, l'informateur gérait le quotidien des opérations, ce qui était confirmé dans leur communication avec le FBI, l'informateur lui-même déclarant qu'il supervisait personnellement 95% des transactions sur le site. En fait, l'informateur du FBI avait l'autorité explicite de retirer tout vendeur qu'il prenait à vendre du fentanyl. Mais non seulement ils ont choisi de ne pas le faire, mais ils auraient même participé à plusieurs débats avec Lynn sur la question du fentanyl, prétendument pour plaider en faveur de la réintégration de cette substance très dangereuse sur la plateforme. L'accusation soutiendrait que tout cela était nécessaire pour que les autorités puissent établir une chaîne de preuves qui mènerait finalement à la révélation de l'identité de Farrow. Et ils insisteraient aussi sur le fait que Lynn était le décideur ultime du site, mais le juge exprimerait un certain scepticisme quant aux raisons pour lesquelles le FBI avait laissé l'opération se poursuivre aussi longtemps après avoir déjà infiltré la direction du site. La défense de Lynn affirmerait que cet informateur aurait même joué un rôle dans la vente des pilules qui ont tué Reed Churchill, mais cela n'aiderait guère Lynn. Il serait condamné à 30 ans de prison et depuis juillet 2026, il prévoit de faire appel, l'existence de l'informateur du FBI étant au cœur de sa défense. Imaginez un peu, un père en deuil entre dans une salle d'audience pour confronter l'homme responsable de la mort de son fils. Il prononce le témoignage le plus bouleversant de toute l'audience, puis apprend que le gouvernement américain avait lui-même un agent infiltré qui gérait apparemment la plateforme en personne. Quelle aurait pu être sa réaction, à votre avis? On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de David à ce moment-là. Il n'a jamais commenté publiquement la révélation faite par le FBI. Mais une chose est sûre, les marchés du dark web ont engendré toutes sortes d'horreurs et beaucoup ne sont pas ce qu'on pourrait imaginer. Le gouvernement américain n'avait pas seulement un agent qui aidait à gérer un marché numérique de drogue. C'est aussi lui qui a créé le dark web en premier lieu. Dans les années 1990, alors qu'Internet explosait en popularité, le gouvernement américain cherchait un moyen d'utiliser cette nouvelle technologie pour permettre aux espions opérant à l'étranger de communiquer avec leur base. Le problème, c'est qu'Internet n'était pas assez sécurisé pour ce type de communication. Alors le laboratoire de recherche naval américain a développé ce qu'on appelle le routage en oignon, une technique de communication anonyme sur un réseau qui consiste à envelopper les données dans plusieurs couches de chiffrement qui rebondissent entre différents nœuds du réseau, chacun retirant une couche de chiffrement. C'était, et c'est toujours, la technologie de base sur laquelle repose le dark web. Les sites web ont de longues adresses composées de caractères alphanumériques aléatoires dérivés de clés cryptographiques et se terminent tous par le domaine .onion. Au début des années 2000, le gouvernement américain a rendu public le réseau Tor, ce qu'on appelle aujourd'hui le dark web. Si vous vous demandez pourquoi les États-Unis voudraient que le grand public utilise quelque chose comme le dark web, l'explication était en fait très simple. Si seuls les espions utilisaient un truc comme Tor pour accéder aux sites Onion, il serait très facile pour des adversaires étrangers de les repérer en cherchant simplement le trafic Onion. Peu importe s'ils ne pouvaient pas le lire ou voir où il allait. Trouver la moindre trace de trafic Onion suffirait à savoir qu'il y avait un espion quelque part. Mais ce ne serait pas le cas si Monsieur Tout-le-Monde utilisait le dark web. Ce bruit accru permettrait aux agents de se fondre dans la masse, et le trafic Onion ne mènerait plus forcément à un agent étranger. Le gouvernement américain a donc lâché le dark web sur le monde. Et devinez pourquoi il est vite devenu connu.
Comme vous l'imaginez, le dark web n'a pas volé son nom. La plupart des sites Onion sont illicites, la plus grande catégorie légale étant les marchés de drogue. La deuxième plus grande catégorie, c'est la finance illicite. Hydra est une marketplace qui opérait autrefois dans cette catégorie. Bien qu'on puisse aussi y trouver des substances illicites, cette plateforme russe proposait de nombreuses autres catégories de produits, notamment des cartes de crédit volées, des identifiants bancaires, des faux passeports et même des espèces contrefaites ou réelles. Le site avait également une innovation unique. Au lieu de recourir aux services de messagerie traditionnels comme d'autres marketplaces, Hydra gérait son propre système de cash. Les cladmen, des coursiers indépendants mal payés, récupérèrent les colis et les enterrèrent dans des parcs, les glissaient sous des bancs ou les scotchaient à l'intérieur de poubelles. Si vous achetiez quelque chose sur Hydra, vous receviez des coordonnées GPS et une photo de la cachette où votre colis vous attendait. Le système CLAD rendait Hydra extrêmement difficile à poursuivre pour les autorités, mais tout comme Incognito, il finit par tomber, mis hors ligne en 2022 après que les autorités allemandes eurent saisi l'infrastructure de la plateforme. Entre Hydra et Incognito, on peut se faire une idée des offres disponibles sur le dark web. Ça se résume surtout à des drogues et des marchandises volées ou contrefaites. Mais c'est ce qu'on trouve sur les grandes plateformes, les mastodontes qui brassent des millions, voire des milliards de dollars, avant d'être finalement démantelés par les autorités. Mais qu'en est-il des plateformes plus petites ? Existe-t-il des sites sur le dark web proposant une sélection plus ciblée ? À la mi-2026, des chercheurs en renseignement open source, travaillant pour le magazine India Today, tombaient sur un ensemble de sites étranges sur le dark web. C'étaient des marchés, mais ils ne vendaient ni stupéfiants ni faux documents. Les prix de ces articles étaient bien plus élevés, parfois des dizaines de milliers de dollars. Qu'est-ce qui pouvait coûter autant sur le dark web ? Un foie humain à vendre. Des poumons humains à vendre. Un cœur humain à vendre. Ces sites prétendaient tous proposer de vrais organes humains à des prix exorbitants. Le trafic d'organes est énorme, 5 à 10% des reins transplantés dans le monde sont acquis illégalement. L'équipe du renseignement s'est fait passer pour un acheteur cherchant un rein en Inde. Ils ont lancé l'achat et le vendeur a vite basculé la conversation sur Telegram, l'appli prisée du crime organisé mondial. Le vendeur affirmait avoir un rein fraîchement prélevé, dispo sous 24 heures, puis a proposé un donneur à Delhi, un homme de 24 ans, groupe O. Le vendeur a demandé 50 000 $, incluant chirurgie, hospitalisation, transfert aéroport et indemnisation du donneur. Il a ensuite exigé un acompte de 2 000 $ en bitcoin pour réserver le donneur, le solde étant payable après la transplantation. India Today a contacté plusieurs médecins qui ont tous affirmé qu'aucun hôpital dans le pays serait légalement en mesure d'accueillir une telle procédure et la probabilité qu'un hôpital entier soit complice d'un crime majeur comme celui-ci était pratiquement nulle. Les chercheurs ont continué à parler au vendeur, qui leur a fourni le nom d'un urologue basé à Mumbai. C'était la fin des révélations, cependant. Le vendeur n'allait pas en dire plus tant qu'il n'aurait pas reçu ses 2 000 $ en bitcoin. L'équipe de recherche a réussi à faire correspondre le nom du médecin donné par le vendeur à un vrai urologue travaillant dans un hôpital privé, mais ils n'ont pas pu vérifier s'il s'agissait ou non du même médecin auquel le vendeur faisait référence. L'enquête d'India Today n'a pas abouti à une réponse définitive quant à la légitimité de ces marchés, mais la société de surveillance du dark web Dark Owl allait tirer une conclusion sur des plateformes similaires en 2023. Eux aussi ont trouvé plusieurs sites prétendant vendre des organes humains, à des prix similaires à ceux des plateformes étudiées par India Today. Sans contacter de vendeurs, ils ont pu reconstituer la vérité en analysant les sites eux-mêmes. Entre autres choses, beaucoup d'entre eux semblent affirmer que les organes humains restent viables hors du corps pendant un an entier, ce qui est scientifiquement impossible. De plus, beaucoup de ces sites utilisent les mêmes images d'archives d'organes. Ils ont également analysé l'adresse Bitcoin indiquée sur l'un des sites. Le montant total reçu sur cette adresse était de 34 000 $, mais elle affichait 0 $ au moment de l'enquête de Dark Owl.
La majorité des transactions sur cette adresse étaient comprises entre 1 et 200 $, bien loin des dizaines de milliers de dollars affichés sur le site. Au fait, regardez cette capture d'écran qu'ils ont prise. Pourquoi la plateforme a-t-elle choisi cette image? L'annonce concerne un cœur humain provenant d'Amérique centrale. Est-ce une sorte d'erreur? Dans la même enquête, Dark Owl a également découvert un marché qui prétendait vendre de la viande humaine, apparemment provenant de morgues et d'accidents de la route, selon le site. La conclusion de Dark Owl et d'autres firmes de sécurité ayant enquêté sur ce type de plateforme, c'est que la majorité des marchés prétendant vendre des organes humains ne sont que des arnaques. Réfléchissez-y, qu'est-ce qui est le plus simple à gérer? Vendre de vrais organes humains sur Internet, ce qui implique une logistique incroyablement complexe et des compétences pointues nécessitant toutes sortes de professionnels expérimentés, ou simplement arnaquer des gens qui cherchent des organes en leur soutirant un peu de crypto? C'est ça, le problème avec le dark web. On entend toutes sortes d'histoires sur les choses effrayantes qu'on peut y trouver, mais beaucoup ne sont pas réelles. En fait, la grande majorité des marchés sur le dark web sont de pures arnaques. Il est bien plus difficile de trouver une plateforme légitime proposant de vraies choses. Et parfois, on ne peut même pas savoir si la plateforme légitime qu'on utilise est réelle ou non. Comme les liens Onion sont composés de caractères aléatoires, il est très facile de créer une fausse version d'une plateforme existante. Des utilisateurs peu méfiants ne remarquant pas que l'URL est différente. Oui, les arnaques sont la forme la plus courante d'activités illicites sur le dark web, mais aucune n'a été aussi tristement célèbre et dangereuse que les tueurs à gages alloués. L'idée d'engager un tueur à gages sur Internet est presque aussi vieille que le web lui-même. En 1995, Jim Bell, ancien ingénieur chez Intel, a rédigé une série d'essais intitulée Assassination Politics. Il y décrivait une plateforme Internet potentielle permettant de placer des primes sur des responsables publics, financés collectivement par des citoyens mécontents. Un utilisateur pouvait proposer anonymement une cible, offrir une somme d'argent et même parier sur la réussite ou non de la mise à prix. Un précurseur des marchés de prédiction qui existent aujourd'hui. La partie assassinat de la plateforme n'a cependant jamais vu le jour. En 2013, un utilisateur du dark web se faisant appeler Kuwabataka Sanjuro, en référence au Ronin rusé du film de Kurosawa, Yojimbo, sorti en 1961, a tenté de concrétiser la plateforme décrite par Bell. Sa plateforme collectait des primes sur de hauts responsables publics, dont certaines atteignaient jusqu'à 75 000 $. Le marché aux assassinats de Sanjuro a fait beaucoup de bruit dans les médias grand public, mais n'a finalement conduit à aucun meurtre connu. Sanjuro a fini par retirer $1 million de la plateforme, puis l'a mise hors ligne en 2018, ce qui en a fait une arnaque. C'est souvent comme ça que ça se termine. Un site prétendant offrir des services de tueurs à gages apparaît, et c'est soit une arnaque, soit un piège tendu par le FBI. Le plus tristement célèbre de ces sites est une plateforme de 2015 appelée Baza Mafia. Ils prétendent être la présence officielle en ligne de la mafia albanaise, offrant des services aux 4 coins du monde. Ils proposaient soi-disant tout, de la simple agression à l'élimination par un sniper militaire professionnel, une option accessible autant aux PDG qu'aux petites célébrités, selon eux. C'est apparemment bien différent d'un tueur à gages de base qui ne coûte que $5 000. Cette alternative moins chère serait réalisée par un membre d'un gang local qui, entre guillemets, a déjà tué. Ils ont même la décence d'éviter les hôtels coûteux et ne fument même pas sur les lieux du crime. Mais gardez en tête qu'ils ne peuvent cibler que des gens ordinaires. C'est difficile de croire que quelqu'un puisse prendre ça au sérieux. On dirait que c'est écrit par un gamin. Pourtant, ce n'est pas un gamin qui l'a écrit, mais quelqu'un se faisant appeler Jura. Présumé être un Albanais vivant en Roumanie, des messages d'administrateurs du site ont révélé que Jura aurait déclaré que le but secret de la plateforme était d'escroquer des criminels de leur argent et de signaler les meurtres potentiels à la police. S'il comptait vraiment honorer cette dernière partie reste flou, car en 2016, un chercheur en cybercriminalité nommé Chris Monteiro découvrit le site, ainsi que plusieurs failles de sécurité critiques. Il a pu accéder et lire chaque interaction client sur la plateforme, plus de 3000 messages. À partir de là, il a pu déduire que la mafia Beza avait en réalité reçu 38 vraies commandes de meurtre payées, avec les détails et les photos des victimes potentielles. Certaines de ces histoires étaient incroyablement troublantes, comme celle de John Muspak. Cet homme du New Jersey avait été accusé d'un crime odieux et innommable en 2015. Un an plus tard, il allait payer 40 bitcoins à la mafia Beza pour faire assassiner sa jeune victime avant son procès. Il sera finalement condamné à 38 mois de prison fédérale pour complot.
Au cours de la décennie suivante, Monteiro et son équipe ont continué leur enquête, découvrant plusieurs autres plateformes de tueurs à gages opérées par Jura, chacune avec ses propres failles de sécurité. Ils ont finalement mis au jour plus d'1 millier de commandes de meurtres vérifiées. En 2022, les autorités roumaines ont réprimé la mafia Besa, perquisitionnant 7 maisons et arrêtant 5 hommes. On ne sait pas si Jura faisait partie d'entre eux. Certains des contrats découverts par Chris et son équipe ont conduit à de véritables poursuites judiciaires contre ceux qui les avaient recommandés. Certains allaient même présager de vrais meurtres. Il y a cependant un cas dans les archives récupérées de la mafia Besa, qui n'a tout simplement aucun sens. Brian Njoroge était un militaire américain stationné dans le Kentucky. Né en 1996, il avait soi-disant une présence très active sur les réseaux sociaux et était d'origine kenyane. Début juin 2018, il était en permission et avait réservé un voyage à Clarksville, dans l'Indiana, choisissant de séjourner dans un Airbnb. Il était loin de se douter que quelqu'un avait lancé un contrat sur sa tête. Le 29 mai, un utilisateur du nom de Toonbib a contacté un administrateur du site de la mafia Besa. Il a transféré environ 5 500 $ en bitcoin dans le portefeuille de la plateforme, indiquant qu'il voulait Brian mort. Ils ont joint une photo de son annuaire scolaire ainsi que l'adresse de l'Airbnb où il séjournait, précisant qu'il y serait du 1er au 11 juin. L'administrateur répondrait qu'il assignerait un agent et que le travail serait fait en 1 semaine, mais Toonbib ne répondrait jamais. Ce serait la fin de l'échange. Le 9 juin, un homme promenant son chien à Clarksville remarquerait quelque chose d'étrange sous les gradins d'un terrain de baseball local. Il s'approcherait pour mieux voir et découvrirait qu'il s'agissait d'un corps humain. La police est appelée et le corps est identifié comme étant celui de Brian Njoroge. Il mènerait une enquête et reconstituerait que Brian avait volé une arme dans un stand de tir voisin la veille et l'avait apportée sur le terrain de baseball pour mettre fin. Le médecin légiste conclurait alors que la mort résultait d'une blessure par balle auto-infligée et l'affaire serait classée en quelques jours. Le détective principal a déclaré qu'il avait été informé du contrat passé sur le dark web, mais qu'il l'avait finalement ignoré car il n'existait aucune preuve concrète suggérant qu'une autre personne que Brian était impliquée dans cette affaire. Le contrat n'était pas le seul élément suspect. Lors de la perquisition au domicile de Njoroge, les enquêteurs ont constaté que son ordinateur, son appareil photo et ses 2 smartphones avaient disparu. Ils n'ont jamais été retrouvés. La balle qui a tué Brian non plus, elle n'a jamais été localisée par la police. Encore plus troublante était la police d'assurance vie de Brian. D'une valeur de 400 000 $, juste 1 mois avant sa mort, il avait changé le bénéficiaire de ses parents à une amie. Cette amie n'a jamais été identifiée publiquement, mais beaucoup spéculent qu'il pourrait s'agir de Toonbib, qui aurait commandé le contrat sur le dark web. Elle connaissait clairement des détails intimes sur sa vie, jusqu'à l'adresse de l'Airbnb où il séjournait. Il y a eu plusieurs autres décès très médiatisés liés à Besa Mafia, comme celui d'Amy Louise Allwine. Elle était l'épouse du pasteur Stephen Allwine, et en mai 2016, le FBI a frappé à sa porte pour l'informer que quelqu'un avait passé un contrat sur elle sur le dark web. Elle aussi finirait par mourir, mais dans ce cas, il a été révélé que son mari n'avait pas seulement commandé le meurtre, mais avait finalement été celui qui l'avait tué après avoir réalisé qu'il avait été arnaqué. Chaque mort liée à Besa Mafia se déroule plus ou moins de cette façon. Quelqu'un passe un contrat, réalise que ça ne va pas se faire et prend donc les choses en main. Sauf dans le cas de Brian Njoroge. C'est le seul décès qui n'a pas été classé comme un meurtre. Il est tout à fait possible que la version officielle de la police sur Brian soit vraie, mais ce serait une sacrée coïncidence si quelqu'un avait payé des milliers de dollars pour passer un contrat sur lui juste 1 semaine avant sa mort. Samuel Njoroge, le père de Brian, maintient que l'enquête policière était louche dès le début et il conteste la version officielle de la mort de son fils. Il a également déclaré qu'il existe plusieurs incohérences entre le rapport de police et l'autopsie du médecin légiste, mais ces détails n'ont jamais été rendus publics. Brian a été enterré au cimetière national de Dallas-Fort Worth le 19 juin 2018. Aucune charge n'a jamais été retenue dans cette affaire. Toonbib n'a jamais été identifié et la police a mis fin à sa correspondance avec les enquêteurs indépendants en déclarant « Nous en avons fini avec cette affaire. Je suis curieux. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé ici? S'agit-il d'un vrai contrat exécuté? Ou est-ce que la version des événements de la police est vraie? Ou y a-t-il une troisième possibilité qui n'a pas encore été évoquée? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci sur YouTube, pensez à vous abonner. Si vous le faites, l'algorithme vous montrera plus de vidéos comme celle-ci à l'avenir.